Bonjour à tous, Isabelle nous reçoit aujourd'hui dans son atelier de laquiste qui est situé près de Vège. Bonjour Isabelle. Bonjour Christelle. Je vous qualifie de laquiste, mais vous allez nous expliquer plus en détail votre métier que je viens de découvrir en faisant le tour de vos ateliers. Je signale auparavant que votre entreprise a le label Entreprise du patrimoine vivant et que vous avez été promu meilleur ouvrier de France en 1994. Ça, ce sont des choses qui évoquent quand même un certain niveau d'excellence et des choses que l'on connaît. Vous exercez maintenant depuis au moins 30 ans. Alors, décrivez-nous un peu votre métier. Qu'est-ce que ça veut dire laquiste Alors, je fais de la restauration de lacs, je suis laquiste, parce que c'est un terme générique qui englobe laqueur, laqueuse. Je trouvais que laqueuse n'était pas joli, donc je me suis dit laquiste, c'est plus doux à l'oreille. La restauration de lacs consiste à réparer les lacs de Chine, du Japon, les lacs européens, c'est-à-dire les lacs que l'on voit sur les meubles 18e français ou anglais. Je peux donner comme exemple les meubles que l'on voit au château de Versailles, les grands bureaux qui sont noirs avec des décors en or, le clavecin de Marie-Antoinette qui est un fond en lac d'or avec des glacis un peu à la Watteau dessus. C'est aussi les objets en lac noir et or que Marie-Antoinette affectionnait particulièrement, que tout le monde connaît a priori. Mais ça reste cantonné quand même à une certaine période de l'histoire de notre art. On a connu au XVIIIe particulièrement les lacs de Chine et du Japon, mais en Europe, c'est venu à la fin du XVIe siècle par les Portugais. Tous les comptoirs composaient les Hollandais, les Anglais, quand ils ont découvert les Amériques, les Indes. Mais la laque est connue en Europe particulièrement au début du XVIIIe. On va revenir un peu au départ de votre aventure. Quel chemin avez-vous pris pour aboutir à cette passion ? Parce que c'est un métier qui est rare, et puis j'imagine que le chemin n'était pas tout droit, forcément. Non, les chemins sont jamais droits. Et la laque, c'est une chose que je ne connaissais pas quand j'étais gamine, ou très très peu, parce que j'avais visité le château de Versailles, donc j'avais vu des choses, mais je ne m'y intéressais pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la peinture, les pinceaux, les couleurs, tout ça. Moi, je voulais faire un métier hors norme et un métier dans la peinture. Je viens d'une famille très rigoriste, bourgeoise, très cadrée, où il fallait suivre ses études jusqu'au bout, passer le bac, après faire des métiers dans la communication ou je sais pas quoi. Moi, je voulais faire de la peinture, envers et contre tout. Je suis née pratiquement avec un pinceau dans la main, j'ai toujours fait de la peinture, je me suis fait virer de toutes les écoles, ça a commencé par la maternelle et tout. Et mon père, en désespoir de cause, me dit maintenant tu prends ta vie en main, je n'assume plus rien. Donc, je suis allée taper à la porte de tous les ateliers que j'ai visités et je suis tombée un jour chez un laqueur et je me suis dit c'est peut-être ça que je pourrais faire. Donc j'ai travaillé 3 ans chez lui et au fur et à mesure, je suis tombée amoureuse de ce métier qui est absolument passionnant, qui est d'une richesse exceptionnelle, qui allie la peinture, la sculpture, la gravure, la couleur, le dessin hyper synthétique, enfin plein de choses. Et on dit le lac ou la laque justement ? Une œuvre finie, c'est un lac, Oui. Mais la laque, c'est le matériau que l'on utilise. Et le lac, c'est effectivement l'objet terminé. Et vous travaillez aussi avec des ébénistes, j'imagine, puisque souvent ce sont des objets qui sont laqués. Oui. C'est rarement un tableau au XVIIIe. Oui, au XVIIIe, les lacs ont été connus sous la forme de paravents, de coffrets, de choses comme ça, des objets usuels au Japon et en Chine. Donc quand ils venaient en Europe, les ébénistes français désossaient ces choses-là, pour les appliquer sur les commodes, en amincissant les paravents, pour les coller sur les commodes qui étaient galbées, puisque c'était sous Louis XV que ça a commencé à être très très en vogue. Alors moi je travaille effectivement avec des ébénistes et d'autres corps de métier comme des bronziers, des marbriers, des ciseleurs, des doreurs. Ça aussi c'est passionnant parce que c'est à chaque fois la rencontre d'autres artisans d'art et avec lesquels il y a des vrais échanges parce que chacun a la connaissance de son art, donc on peut mélanger plein de savoirs finalement.
Et alors vous avez plusieurs diplômes, si je peux dire, parce que je vois aussi que vous êtes expert. Peu de gens sont laqueurs, par exemple en France. Maintenant, c'est un métier extrêmement rare. En tout cas, pour restaurer, vous devez être peu nombreux à connaître vraiment les techniques ancestrales. Oui, oui, tout à fait. Parce que d'abord, la restauration de lac, enfin ça c'est moi qui pense ça, il faut le faire de façon extrêmement traditionnelle. Donc c'est très long, c'est un savoir qui est très très long à apprendre par la variété justement des œuvres à restaurer. Et effectivement, nous sommes fort peu nombreux. Alors, je suis expert, effectivement. Je suis meilleur ouvrier de France. J'ai eu le prix des métiers d'art régional et départemental en Mayenne. Et voilà. Alors non seulement vous restaurez, vous créez aussi, bien sûr. Votre mari est architecte d'intérieur, donc lui aussi est un créateur, il peut créer des meubles, des tas de styles différents. Et vous pouvez appliquer toutes vos couches de vernis et de couleurs. Expliquez-nous un petit peu justement cette histoire de superposition de couches. Par exemple, vous avez une petite table là dans votre atelier qui est recouverte de lac que vous restaurez. Vous poncez tout, mais donnez-nous un petit peu l'ordre des opérations que vous suivez. Alors, très succinctement, enfin très rapidement, pour faire un beau lac sur une table, par exemple, que vous avez chez vous, il faut entoiler les bois pour pas qu'ils bougent. Ensuite, il faut encoller cette fameuse toile sur le bois. Et ensuite, on monte des couches d'enduit, mais passées de façon très spécifique, de manière à charger le bois, de manière à faire ce qu'on a envie de faire ensuite, c'est-à-dire de la gravure, enfin tout ce qu'on veut. Il y a à peu près une dizaine de couches d'enduit poncées entre chaque couche, et ensuite on monte les couches de lac très très finement, et pour cela on fait infuser des pigments dans le médium qu'on a choisi d'utiliser, et on monte les couches de lac poncées entre chaque couche, et ça peut se monter entre 30 et 40 couches poncées entre chaque. Ensuite on fait le décor, et ensuite on enferme le décor sous des couches de lac transparentes poncées entre chaque couche, et la dernière étant polie pour donner une espèce d'aspect lustré, poli, extravagant. Et quand vous parlez de vos couches de lac, en fait, c'est un vernis transparent qui est coloré avec des pigments naturels. Oui. À base de végétaux, minérales, des choses comme ça, des terres naturelles. Et l'intérêt, en fait, au final, c'est que ça donne une grande profondeur et une grande légèreté en même temps dans le fini. Alors, ça donne une profondeur de couleur exceptionnelle, quoi. On peut regarder un fond en lac uni sans se lasser, parce que l'œil, il va partout, il est attiré par cette espèce de profondeur qui est fluctuante. C'est pas un aspect miroir, c'est l'aspect miroir ou glacé, mais avec une profondeur de couleur extraordinaire, qui fait qu'on se lasse pas de regarder un lac. Et alors, vous faites aussi des créations? Alors, je fais beaucoup de créations, effectivement, qui me demandent beaucoup de temps. Ça peut être des tableaux, des petits objets, des choses comme ça. Et c'est, oui, selon mon humeur. Alors, je peux faire des lacs très noirs, très chargés, des lacs arrachés, c'est-à-dire des effets de matière très, très bruts. Et à côté de ça, des lacs extrêmement raffinés, avec des couleurs flamboyantes. Moi, ce que j'aime, c'est le contraste des matières. Donc très 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 brut, très arraché, et à côté de ça très raffiné, très très poli, très très doux, onctueux, voilà, le mélange des matières. Quelles sont les plus grandes difficultés, ou la plus grande difficulté dans ce métier, vous trouvez? Alors d'emblée, la plus grande difficulté pour moi, c'est quand m'arrive un objet ou un meuble à restaurer. Eh ben, je suis comme une poule devant je sais pas quoi, je ne sais pas faire. Voilà, c'est ça ma difficulté, c'est la grosse angoisse. Et en même temps, la curiosité immédiate de restaurer l'objet parce que ça me passionne. Et à côté de ça, je suis complètement angoissée en me disant, est-ce que je saurais faire? Donc ça peut être la restauration peut-être immédiate parce que je le sens tout de suite. Ou autrement, ça peut durer des mois avant que je l'imprime dans les fibres de mon corps. Voilà, c'est ça la grosse difficulté. Chaque œuvre est nouvelle à chaque fois. Et... Voilà. Ouais. Chaque œuvre est nouvelle. Oui, c'est une découverte à chaque fois, un voyage à chaque fois, qui peut être facile ou alors très difficile.
Et votre plus beau souvenir autour de votre métier, qu'est-ce qui une de vos plus grandes joies, vous avez ressenti? Alors, ma plus grande joie, ça a été un grand challenge en fait. Ça a été la restauration d'un meuble, un secrétaire qui était fait pour la cour d'Angleterre, que j'ai restauré et dont j'ai décoré le dos. C'était un secrétaire et il fallait en faire une pièce de milieu de pièce. Donc j'ai fait toute la laque au dos du meuble. Et lorsque j'ai fait cette chose-là, que j'ai fait de façon extrêmement traditionnelle, la personne est venue d'Angleterre voir le meuble fini, s'est assis pendant des heures avec sa loupe et a regardé le dos du meuble. Moi, j'étais pas là, heureusement. Et donc, il a regardé, il s'est levé et il a dit à l'ébéniste qui avait monté le meuble, il lui a dit « Mais où est-ce que vous avez trouvé des panneaux de la même époque que les côtés du meuble ?» L'ébéniste, je sais pas ce qu'il a dit. Enfin bref, il m'a téléphoné le lendemain. Il m'a dit « Isabelle, c'est tout bon, je te raconte ce qui s'est passé. » Et j'ai eu le lendemain des boutons qui sont... une éruption de boutons. Ça a été horrible. Et en fait, c'est une réaction épidermique, parce que ça m'angoissait tellement. Et voilà, c'était ma plus grande joie. Une consécration, là. Ouais, tout à fait. Comme d'habitude, le temps est très court. Déjà, nous devons nous séparer. En tout cas, merci infiniment Isabelle de nous avoir ouvert la porte de votre atelier et des portes aussi dans notre culture générale, notre ouverture sur l'art. Merci aux auditeurs pour leur écoute. Au revoir Isabelle. Au revoir Christelle. Et pour notre plus grande joie, Isabelle de Marseul exposera ses créations, ses œuvres, à la salle d'exposition du Jardin de la Périne à Laval à partir du vendredi 27 septembre 2024 jusqu'au 9 octobre sur le thème Balade sylvestre. N'hésitez pas à voter.